S'il y a bien un domaine où on veut tous être dans les normes, c'est celui de la sexualité. Les critères de société autour sont très précis et s'en éloigner même légèrement, c'est prendre des gros risques, déjà pour son propre ego, mais aussi pour l'image qu'on va renvoyer aux autres. That's it. I'm kink shaming you. En sexualité, il faut être comme les autres, voire même un petit peu meilleur que les autres. Mais pas trop meilleur non plus, hein. Sinon là c'est bizarre. Vous l'avez compris, encore une fois, sur cette chaîne, on va parler de problèmes de cul. Qu'est-ce que ça veut dire sur moi tout ça? C'est peut-être à cause de ces problèmes que je viens de citer qu'il y a autant de fausses croyances autour de la sexualité. Mais contrairement aux autres mythes que je débunk sur cette chaîne, ceux-ci ont tendance à faire mal et à faire douter de soi. C'est pour ça qu'avec quelques copains, on a décidé de débunker les idées reçues sur la sexualité, les fausses croyances débiles et autres histoires qu'il faut arrêter de croire. Merci à Mathieu et Guillaume de me rejoindre pour ce Fake Me to the Moon très particulier. Bonjour à tous, ici le Raptor Neuropsy pour cette petite collaboration. Il existe deux types d'orgasmes chez la femme. Mythe inventé par Freud, encore un. L'orgasme vaginal serait accessible pour une femme mature, capable d'être comblée par la pénétration, alors que l'orgasme clitoridien serait signe d'immaturité. Cette idée reçue est un héritage de théories sexistes et misogynes pour lesquelles le Saint Graal serait l'organe masculin. Elle se mêle aussi à une méconnaissance du seul organe dédié au plaisir chez la femme, le clitoris. Réellement décrit seulement en 1998 et mis sur le devant de la scène trop récemment, cet organe est en grande majorité interne. Le petit bouton que l'on observe n'est que la partie émergée de l'iceberg et cache un organe de plusieurs centimètres en forme de double arche. Ce que l'on croyait être un orgasme vaginal est en fait dû à la stimulation des parties internes du clitoris, donc un orgasme tout court. En biologie, la sexualité désigne les individus qui n'ont pas de relations sexuelles. Et ça, on le retrouve chez pas mal d'espèces, comme les moutons, les rongeurs, les béliers. Oh, t'es sûr? Parce que selon mon astrologue, les béliers, ils adorent Niveau espèce humaine, cela désigne les personnes qui n'ont pas de désir ou d'excitation sexuelle. Mais pour définir quelque chose comme une psychopathologie, il faut que le patient soit en souffrance. Or, dans le cas des asexuels, ce n'est pas systématique. Il faut également savoir que l'asexualité n'empêche pas d'avoir envie d'être en couple, de serrer une personne dans ses bras, de l'embrasser. Cela va même conduire des asexuels à avoir régulièrement des relations sexuelles avec leur partenaire, cela afin d'entretenir le couple. Ils peuvent aussi pratiquer la masturbation, que ce soit par plaisir ou par simple curiosité. Donc non, les asexuels ne sont pas des gens qui ne sont pas tombés sur la bonne personne. S'ils ont moins d'expérience, c'est par ennui. Il ne faut pas donner un diagnostic pathologique à la volée sur quelque chose qui est en fait une orientation sexuelle, car être considéré à tort comme malade peut être extrêmement perturbant. À partir de 20 partenaires, tu es nymphomane. Bien sûr, on a toutes sortes de variantes pour celui-ci. Parfois, c'est à partir de 20 rapports par semaine ou bien de 5 par jour. Et généralement, quand on entend parler de nymphomanie, c'est dans ce contexte-là. Ah, moi, mon ex, elle était trop nymphomane. Genre, elle voulait baiser tout le temps. Heureusement que j'ai de l'endurance. Déjà, il y a une première chose qui me dérange. C'est le terme de nymphomane tout court. C'est un terme que je qualifierais plus de historique ou de littéraire, mais en tout cas pas de médical. Le principal problème, c'est qu'il concerne uniquement les femmes. Et bien sûr, c'est beaucoup plus grave une femme qui a beaucoup de partenaires qu'un homme qui lui aussi en a beaucoup. C'est en partie pour ça que le terme a été abandonné et qu'aujourd'hui on parle d'hypersexualité. Et en plus parce qu'on voit vraiment de quoi on parle. Et d'ailleurs, en parlant d'hypersexualité, je vous propose de lire les 2 premiers critères du DSM à ce sujet. Oui, je sais, je viens de sortir une vidéo qui dit que le DSM c'est pas bien, mais ça peut aussi être un outil très utile lorsqu'il s'agit de rester terre à terre. Fantasmes, pulsions sexuelles et comportements sexuels récurrents et intenses pendant une période d'au moins 6 mois en association avec 4 ou plus des 5 critères suivants. Un temps excessif est pris par les fantasmes et pulsions sexuelles et par la planification et l'accomplissement d'une activité sexuelle. Se livrer répétitivement à des fantasmes, pulsions et comportements sexuels en réponse à des états d'humeur dysphoriques, par exemple anxiété, dépression, ennui, irritabilité. Se livrer répétitivement à des fantasmes, pulsions et comportements sexuels en réponse à des événements stressants de la vie. Efforts répétés mais infructueux pour contrôler ou réduire de façon significative ces fantasmes, pulsions et comportements sexuels. S'adonner répétitivement à une activité sexuelle en ne tenant pas compte du risque de préjudice physique ou affectif pour soi ou autrui.
Et ensuite le critère B, qui est à mon sens le plus important, présence d'une détresse personnelle significative ou d'une altération dans les domaines sociaux, occupationnels ou autres domaines importants du fonctionnement associés avec la fréquence et l'intensité de ces fantasmes, pulsions et comportements sexuels. Je pense que vous l'aurez compris, l'important n'est pas du tout mis sur le nombre de partenaires, le nombre de rapports, le nombre de doigts de pied ou le nombre de n'importe quoi. Mais l'accent est bel et bien mis sur le côté fonctionnel. Maintenant, je me demande si je vais résister à faire une blague bien nulle en mettant une image de fonction mathématique. En d'autres termes, c'est à quel point votre sexualité vous empêche de vivre normalement. À partir de là, vous pouvez avoir 30 partenaires différents par semaine, du moment que vous réussissez à avoir un travail, à faire vos courses, à vous nourrir et être en bonne santé. J'ai rien d'autre à dire que well done. C'est juste que ça laisse pas beaucoup de temps pour prendre des cours de tennis. Une panne signifie une perte de désir pour l'autre. Non, être un homme ne signifie pas être un super-héros capable de faire preuve d'une vigueur à toute épreuve. Être un homme, c'est aussi être stressé, avoir des troubles anxieux, des troubles du sommeil, avoir consommé trop d'alcool, bref, autant de facteurs qui font que le train ne quitte pas la gare. Voie 1, le TGV. Le ou la partenaire n'a pas à se sentir concerné. Ces pannes, bien que gênantes, ne sont que temporaires et souvent d'origine psychologique. Le train arrivera à l'heure au prochain rendez-vous. Beaucoup de gens imaginent que la tétraplégie empêche les rapports sexuels. Mais cette croyance est très gênante pour les tétraplégiques qui se sentent sexuellement actifs. Le désir est encore présent chez ces personnes et ils se trouvent performants. Une étude de 2020 montre que loin d'avoir une aversion au sexe, les tétraplégiques le pratiquent à leur manière, particulièrement avec leur bouche, puisqu'ils ont le contrôle de leur visage. Et leur pratique du sexe est principalement tournée vers le fait de donner du plaisir à l'autre. Cela crée chez eux une satisfaction intense qui peut même aller jusqu'à ce qu'ils appellent un orgasme mental. Alors la prochaine fois qu'un ou une tétraplégique vous plaît physiquement, ne vous arrêtez pas à la barrière du handicap. Vous passez peut-être à côté d'une expérience unique. Le point G. À ne pas confondre avec le point A. Alors ça, c'est la star des mythes de la sexualité. Oui, c'est moi, le point G. Je n'existe pas, mais vous adorez quand même. Tout le monde en parle. On veut savoir où il est, à quoi il ressemble, comment le trouver, quelle position faire, et on est même d'accord de regarder des vidéos ultra creepy sur comment bien s'en servir. Oh, you touch my tra-la-la. C'est le point magique et souffler dessus vous donnera un orgasme instantané, ou presque. En gros, tapez point G sur Google et vous aurez immédiatement des dizaines de résultats. Mais maintenant, regardons ce qui se passe lorsqu'on fait des recherches d'articles scientifiques. J'ai également trouvé cette revue littérature qui compile à peu près tous les articles existants jusqu'à 2012 sur le sujet. Selon les auteurs, il n'y a pas de preuve que le point G existe, et d'ailleurs, parler du point G ne servirait pas à grand chose selon eux, à part donner aux femmes des attentes irréalistes concernant leur propre plaisir. En gros, ils ont trouvé des tissus érectiles à un certain endroit sur des cadavres et ils se sont dit « Hé, point G !» J'aime beaucoup l'idée d'étudier le plaisir féminin sur des cadavres. Donc des gens qui sont morts et qui ne peuvent plus vraiment donner d'indications sur leur plaisir. Bref, songez bien que lorsque vous avez un concept extrêmement répandu dans des journaux populaires comme psychologie.com, mais rien ou presque dans les revues scientifiques, c'est qu'il est temps de se méfier. Le conseil de nos revisions, donc quant au point G, testez, amusez-vous et vous verrez bien ce qui marche ou pas, mais regardez pas ces vidéos, genre, c'est vraiment bizarre. Good luck and let me know how it goes. Se masturber, c'est tromper l'autre. La bonne santé sexuelle, l'épanouissement sexuel, le bien-être sexuel passe avant tout par une bonne connaissance de son propre corps et de ce qui nous fait grimper au rideau. Le sexe, c'est trop bien. Être en couple ne signifie pas avoir une interdiction de se faire plaisir. Il est même fort probable que ces moments solitaires soient bénéfiques pour la santé du couple, puisqu'ils permettent une meilleure connaissance de soi. L'orgasme n'est pas toujours associé à une expérience positive. Le fait de ne pas avoir envie peut le bloquer, mais ce n'est pas systématique. Une victime de viol peut tout à fait avoir un orgasme au cours de son agression, mais ça n'a rien d'un plaisir. Cette croyance complique la vie de la victime qui n'arrivera pas à parler de son expérience.
Mais cela ne se limite pas au rapport non consenti. Une étude de 2019 montre qu'un mauvais orgasme, c'est-à-dire un orgasme accompagné d'une expérience négative, peut arriver lorsque l'on met la pression à la personne pour en avoir un. Que ce soit une pression interne, parce que l'on croit qu'on doit en avoir un, ou une pression externe, quand un partenaire essaye trop de donner un orgasme à son autre partenaire alors que celui-ci ne le désire pas. Cela peut également arriver quand on a un rapport sexuel non désiré mais consenti, que ce soit parce qu'on se sent obligé de passer à l'acte ou parce qu'on le fait pour se conformer aux attentes de l'autre. Pour résumer, le plus important est d'être à l'écoute des attentes de l'autre. Peut-être que vous avez déjà, sans le savoir, fait l'amour avec une personne qui a eu un orgasme, mais qui n'a pas trouvé cela plaisant. Alors, échangez sur vos rapports sexuels en restant ouvert à ce que la façon de concevoir la sexualité de votre partenaire vous surprenne. Merci de votre attention pour cet épisode. Je remercie tout particulièrement Guillaume et Mathieu qui ont fait un super boulot. N'hésitez pas à aller voir leurs chaînes qui sont dans la description. Vous pouvez toujours liker, commenter, partager. C'est vraiment partager qui m'aide le plus, je le dirai jamais assez. Je me réjouis de vous retrouver à très bientôt. Des gros becs et restez sceptiques. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding